La retransmission commence maintenant et toutes les personnes présentes sont juste dans le mode écoute only. Bonjour, bon après-midi, bonjour à tous. Je m'appelle Anna Robas et au nom de l'équipe de l'UICN et de nos partenaires à UICN avec les autres partenaires qui collaborent avec nous sur l'ONU Femmes et le CCNUCC et le Forum Génération Égalité, c'est vraiment mon plaisir de vous accueillir ici pour ce webinaire pour la promotion des questions d'égalité des genres dans le domaine de l'environnement. Merci pour nous rejoindre aujourd'hui et pour nous attendre patiemment aujourd'hui. Mes excuses, nous avons eu quelques difficultés techniques en coulisses. Aujourd'hui, nous allons discuter de lien entre les genres et les changements climatiques, quant à comment les données climatiques peuvent être employées pour faire avancer l'égalité des genres. Nous avons un ensemble d'intervenants absolument fantastiques pour mentionner ces discussions et il est temps, nous aurons aussi le temps d'entendre de la part de vous tous pour les expériences, les challenges et les réussites quant à comment nous pouvons mieux plaider pour avoir de meilleures données dans la question de genre pour une meilleure programmation, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins, améliorer la résilience en termes de diversité. Donc, pour ceux d'entre vous qui viennent de vous connecter maintenant, je vous accueille chaleureusement et je suis ravi que vous soyez avec nous. Nous sommes tous maintenant habitués maintenant aux sessions virtuelles, mais il y a quelques points cependant à mentionner avant de commencer. Tout d'abord, pour être organisé, avant de commencer, tout d'abord, soyez au courant que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site internet en 3 langues. Les micros seront laissés éteints pour minimiser les distractions de connectivité. Cependant, votre participation active est tout à fait encouragée à travers la chat. Veuillez, s'il vous plaît, partager tous commentaires, observations, questions que vous puissiez avoir durant la session. Nous allons les collecter et nous les organiserons afin que cela puisse être considéré lors de la session questions-réponses par la suite. Les services qui oui, se trouvent, les ressources clés se trouveront dans un handout dans la boîte de contrôle. Et si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à contacter la superbe équipe qui travaille en coulisses. Nous allons garder l'œil sur toute communication. Enfin, pour finir, mes remerciements énormes à l'équipe en coulisses. Et cela inclut nos partenaires à USAID qui font en sorte que cette session puisse se dérouler. Bon, maintenant, avant de commencer, la discussion d'aujourd'hui va se dérouler en anglais avec une interprétation simultanée en français et en espagnol. Pour écouter le webinaire dans votre langue préférée, veuillez s'il vous plaît télécharger l'application Interactio à partir de l'Apple Store ou de la boutique Google Play. Quand vous l'ouvrez, vous devez entrer le code pour cet événement, AGENT, A-G-E-N-T. C'est normalement très convenient d'écouter la traduction à travers des écouteurs sur un portable ou avec un autre périphérique. Et évidemment, n'hésitez pas à couper le son de la réunion en anglais afin de pouvoir écouter la traduction sans trouble. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à travers le chat. Maintenant, une petite démonstration pour vous montrer comment cela fonctionne. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, n'hésitez pas à contacter avec nous directement en anglais, en français ou en espagnol dans le chat, dans la boîte de contrôle ici, et nous essaierons de vous aider directement. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Yann, c'est superbe de vous entendre et de vous avoir présent avec nous pour démarrer la session d'aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter très brièvement. Voici Anne Vaughan. Anne est un conseiller principal pour le changement climatique à USAID. Elle a 20 ans d'expérience de travail dans le développement international et les politiques de développement et dans le domaine de plaidoyer. Elle a quitté l'Alliance Résilience où elle plaidait pour le développement climatique intelligent avec notamment des donneurs multilatéraux et le secteur privé. Elle
se focalise particulièrement sur la résilience et sur les politiques d'élaboration d'un pays, compris le fait de plaider pour l'appropriation d'aides étrangères, pour le Global Food Security Act notamment, ainsi que les réformes dans le domaine de la nourriture. Et nous pouvons vous entendre très bien. Merci beaucoup. Désolé pour les difficultés techniques de mon côté. Ma vidéo ne fonctionne pas ce matin, mais je suis vraiment ravi d'être présente parmi vous. Comme on vient de me présenter, je suis conseiller principal pour le changement climatique au milieu de résilience pour la sécurité alimentaire à USAID. Et je suis vraiment absolument ravi de pouvoir entendre de la part des membres de ce panel et de la part de notre public aujourd'hui. Cette participation à cet événement vraiment tombe à temps. Comme vous le savez, l'administration Biden a priorisé la crise climatique ainsi que la biodiversité et l'inclusion de genre. Et donc, nous avons vraiment un contexte parfait aujourd'hui pour en entendre un peu plus quant à comment nous pouvons nous assurer que nous puissions faire avancer les questions d'équité des genres et des actions climatiques tenant compte du genre à USL. Comme vous savez, le changement climatique, évidemment, frappe tous les genres, tous les sexes, et cependant, l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles, et à travers les différentes administrations, nous voulons atteindre les objectifs pour développer la résilience dans les foyers, les écosystèmes et au niveau des communautés. Les recherches montrent que les mécanismes pour gérer la situation, notamment avec le changement climatique qui élimine les ressources naturelles, avec une augmentation de violence contre les femmes et les foyers, avec notamment le fait de pouvoir avec les femmes et les filles qui sont forcées à marcher de beaucoup plus loin pour aller trouver des ressources précieuses telles que l'eau. De plus, les femmes et les filles ne sont pas que des victimes avec le désir de mise en œuvre des solutions climatiques pour satisfaire les besoins dans les communautés avec l'intégration de la politique de genre dans tous les départements, sur tous les aspects du changement climatique, compris l'atténuation. C'est ce qu'il faut pour avoir les résultats espérés en travaillant avec l'USN, en partenariat avec l'UICN, nous montre que démontrer afin de développer la résilience climatique pour notamment la question chromatique dans tous les secteurs, avec notamment le fait de responsabiliser toutes les personnes ainsi que les décisionnaires et les personnes chargées dans les changements climatiques. L'USAID aide notamment en ce qui concerne les pays dans la programmation pour l'adaptation avec des adaptations au niveau local notamment en ce qui concerne le fait d'adaptation de capacité de résilience des populations, ainsi que de pouvoir assurer aussi un impact, notamment afin que les bénéfices soient partagés de façon équitable pour les femmes, les filles à travers toute la diversité, avec notamment le fait que ceci nécessite des efforts. On a besoin de données, notamment des données ventilées en termes de genre, afin de pouvoir informer les progrès et de pouvoir informer les actions dans cet espace climatique. Les données sont vitales, notamment pour la diversité des populations. Donc, afin d'avoir des solutions équitables dans la solution à la question climatique de la base jusqu'au stade global. USAID est ravi de travailler avec les partenaires qui sont impliqués dans ceci afin de pouvoir développer notamment les questions d'égalité de genre au niveau climatique, avec notamment les agents climatiques, avec notre partenariat avec l'UICN, les agents notamment pour intégrer les questions de genre à travers le climat et la programmation climatique, avec notamment des outils aussi en ce qui concerne les partenaires officiels, les donateurs sur les questions d'environnement dans le domaine du genre. Agent fournit aussi des soutiens techniques en ce qui concerne les partenariats et nous entendrons d'autant plus de la part de nos collègues aujourd'hui. Donc, avec notamment des décisionnaires pour des données spéciales et la technologie afin de pouvoir gérer les effets du changement climatique, pour accroître la sensibilité aux grandes questions de genre, pour réaliser les opportunités clés, pour responsabiliser les femmes et les filles, notamment dans tous les domaines, les changements climatiques, la nutrition, notamment pour comprendre les liens entre le climat, le genre et la nutrition, pour responsabiliser les femmes et les filles à avoir de meilleurs résultats de nutrition, avec notamment l'utilisation de données pour aider la programmation. Ceci sont juste des initiatives de transformation utilisées pour ceci, mais nous savons qu'il y a beaucoup plus à faire, comme la recherche nous l'indiquera aujourd'hui, qu'il y a des lacunes, notamment en ce qui concerne les questions climatiques à travers le pays, à travers le monde. USAID travaille avec UICN pour identifier et remédier à ces lacunes pour soutenir les données statistiques de bureau en ce qui concerne les données de changement climatique pour mieux informer la politique dans le changement climatique. Nous savons que les ressources, notamment avec des lacunes qui persistent, notamment en ce qui concerne les données ventilées pour informer des approches identifiées pour les experts.
Donc, certains éléments à garder à l'esprit, en plus de ceci, avec des façons d'engager cela, en plus de mettre à jour la stratégie concernant la stratégie mondiale de USAID pour la nourriture, qui est l'initiative USAID est dans le processus de développer une nouvelle stratégie climatique qui sera lancée en novembre. Donc, n'hésitez pas à fournir vos commentaires dans nos sessions de stratégie afin que nous pourrons nous assurer que nous puissions avoir la meilleure stratégie possible. Mais je peux m'engager à votre égard pour vous dire que la stratégie de USAID continuera puisque nous serons champions pour l'intégration de l'égalité des genres dans toutes les programmations climatiques. C'est fondamental pour réaliser les résultats de développement et améliorer la vie des populations pour le mieux. Nous avons hâte d'entendre de la part de nos intervenants aujourd'hui pour travailler ensemble pour adresser ces lacunes dans les challenges mondiaux que nous affrontons. Merci beaucoup et je suis ravi de vous repasser la parole. Merci. Merci Anne pour vos paroles et pour avoir présenté le contexte de la discussion d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, je m'appelle Anna Horace, je suis responsable technique principal genre et changement climatique pour UICN. Et ça, c'est juste pour vous rappeler que ce webinaire se déroule en coopération avec de nombreux partenaires et alliés et nous sommes reconnaissants pour leur collaboration. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement vous mentionner les objectifs de la session d'aujourd'hui. Ce webinaire fait partie d'une série de sessions par webinaire de la part de Agent, avec notamment le partenariat USAID pour aborder les liens entre le genre et le changement climatique en mettant l'accent sur les données, car les données sur le genre peuvent éclairer une action climatique robuste et les données climatiques. La recherche Agent identifie les liens avec les stratégies pour fournir des soutiens techniques et des programmes à de nombreux niveaux. La série a pour objectif de présenter les outils de Agent ainsi que les expériences pour les pratiques et les outils dans le secteur afin de pouvoir faire avancer l'attention, la stratégie, les investissements et les ressources. Cette conversation est absolument essentielle et tombe à temps. Et veuillez noter comme beaucoup de pays sont en train de finaliser leur contribution déterminée au niveau national et de se préparer pour la discussion de changement climatique de cette année. En ce qui concerne l'ordre du jour pour aujourd'hui, la session d'aujourd'hui va discuter des liens entre le genre et le changement climatique en mettant l'accent sur les données avec les actions climatiques, comment une action climatique robuste et les données climatiques peuvent être utilisées pour faire progresser l'égalité des sexes. Nous avons déjà entendu les remarques liminaires de notre intervenante Anne Vaughan, conseiller principal au changement climatique à USAID. Et maintenant, nous allons passer à une courte présentation de Georgia Portman, qui va présenter sur la recherche du triple nexus, de triple lien entre l'inégalité des sexes, la fragilité des États et la vulnérabilité climatique. Elle va nous montrer le processus de Agent dans ce sens avec les cadres d'indicateurs pour comprendre les dynamiques complexes et interconnectées. Après cette présentation-là, nous allons ensuite passer à une table ronde d'experts qui vont partager leur expérience avec notamment les exemples au niveau national de données de genre en action qui sont utilisées pour façonner les politiques climatiques et les plans. Nous allons aussi entendre de la part de Génération et Qualité, un centre de société civile mondiale co-hosté par les gouvernements de Mexico et de la France. Génération Égalité s'est focalisé sur le fait de remplir les données de genre comme pour finaliser les données d'action climatique. Et enfin, pour finir, le webinaire va inclure l'espace pour des questions et réponses entre vous tous, notre public, ainsi que nos intervenants et membres de la table ronde. Nous aurons hâte d'entendre vos contributions. N'hésitez pas bien sûr à envoyer vos questions en écoutant dans la boîte à questions. Et maintenant, j'aimerais, avant que nous ne passions à notre première présentation, nous souhaiterions prendre une opportunité pour entendre de votre part. Nous avons deux questions de sondage à vous présenter que vous devriez voir venir à l'écran. Et nous avons les traductions de ces questions donc en français et en espagnol, comme vous pouvez les voir aussi à l'écran. La première question que vous pouvez voir maintenant sur votre écran, c'est comment évalueriez-vous votre connaissance des liens entre le genre et le changement climatique? Et vous pouvez choisir de répondre de 1 à 5. 1, aucune connaissance. 2, quelques connaissances. 3, j'ai des connaissances et je sais où trouver des informations pratiques. 4, beaucoup de connaissances et dans la capacité de pouvoir adresser ceci dans mon travail. Et 5, énormément de connaissances et je suis une source pour autrui. Donc, prenez quelques moments juste pour répondre à celles
lacune, celle de cette option sur les liens entre le genre et le changement climatique et ce qui s'applique à vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse en tant que telle. Parfait. Je pense que nous allons clôturer cette question de sondage maintenant pour gagner du temps et ensuite nous aurons notre deuxième question qui est la suivante. Utilisez-vous des données sur le genre dans l'élaboration des politiques et des programmes climatiques ou des données sur le climat pour informer et faire progresser les efforts en la matière? Et vous avez une réponse par oui ou par non. Donc indiquez-nous si vous utilisez les données de genre dans l'élaboration de politiques climatiques, la programmation ou les données du climat. Bien, merci à tous. Et maintenant, nous passons à notre premier intervenant. C'est mon plaisir de pouvoir maintenant donner la parole à notre collègue à USAID, Georgia Hardman, qui est conseiller technique sur le genre et l'environnement à USAID, où elle fournit d'un soutien technique sur le genre pour les programmes sur le climat et l'environnement. C'est aussi un triple eight, un fellow de sciences et de technologie qui a aussi un doctorat. Et avant de rejoindre USAID, elle a travaillé en tant qu'éducatrice et chercheuse pour examiner les questions foncières, les financements et les questions de migration. Georgia va te présenter la recherche que nous avons entrepris à UICN avec le bureau de USAID pour mieux comprendre ce que les données nous indiquent dans les pays où opère USAID, en examinant en particulier comment le triple lien entre l'inégalité des sexes, la fragilité des États et la vulnérabilité climatique se chevauche. Georgia, mes remerciements les plus chaleureux pour votre présence parmi nous et je vous passe la parole. Merci Anna. Bonjour à tous. C'est mon plaisir de vous rejoindre et d'avoir cette opportunité avec la recherche qui a été développée en tant que partenaire de Adjunct avec l'équipe de UICN pour mieux comprendre ce que nous appelons le triple lien entre l'inégalité des sexes, la fragilité des États et la vulnérabilité climatique à travers les pays et les contextes où l'inégalité des sexes, la fragilité des États et la vulnérabilité climatique présentent tous des challenges et des défis pour la résilience et le bien-être des communautés et des écosystèmes dont elles dépendent. Ces dynamiques sont retrouvent à travers le monde, en particulier à divers degrés, dans 122 pays dans lesquels opère USAID et investit dans sa programmation. Il y a un ensemble de recherches émergentes qui font partie de ce triple lien, par exemple en ce qui concerne le lien entre le genre et la vulnérabilité climatique, ainsi que la fragilité des États, ainsi que l'agenda concernant les femmes et la paix et la sécurité. En tant que stratégie de développement et de réduction de la pauvreté a évolué, nous nous attaquons à la résilience au changement climatique, à un climat changeant. Nous voulions savoir comment ces trois composantes se chevauchent. Nous nous sommes demandé est-ce que nous pourrions avoir peut-être des données nationales qui existent en ce qui concerne ce triple lien, quelles sont les données subsistantes sur les composantes des triples liens et à quoi cela ressemble quand on les considère ensemble et quels sont les manques de connaissances que nous devrons remplir afin d'avoir une compréhension meilleure dans le contexte du pays ou pour les recherches au niveau mondial du pays pour la collection des données et le développement des capacités. Non seulement cela, mais comment est-ce que nous pouvons avoir un impact sur ces lacunes avec des processus? Quels sont les processus que nous pouvons employer et dont nous pouvons tirer les leçons pour avoir des méthodes en ce qui concerne cela? Le processus d'identification des données et de méthodologie définie pour ces lacunes nous montre comment les données existantes peuvent être utilisées pour générer de nouvelles informations et les liens pour la compréhension et l'analyse de ce triple lien. Donc, dans une tentative de satisfaire ces besoins, nous avons conduit une étude sur le sujet. Donc, pour désigner et concevoir le cadre de travail de la littérature a été utilisé pour cela. Et donc, cet examen de littérature a montré que la recherche, que l'inégalité du genre, la fragilité d'État et la vulnérabilité au climat sont des sujets complexes et interconnectés avec des facteurs communs et des implications sociales. La littérature
rapport suggère également qu'il y a des impacts qui sont différenciés entre la vulnérabilité du climat et l'état de la fragilité des femmes et des hommes, et qu'il y a un impact disproportionnel sur les femmes que sur les hommes. Et la recherche a également montré que les femmes ont une capacité distincte de s'adapter et un potentiel à l'atténuation du climat, l'atténuation et dans l'établissement et la création de la paix. Et enfin, un point d'entrée pour s'adresser à ces trois problématiques, et c'est le triple lien, c'est la connexion à la disponibilité des ressources naturelles, et les deux nécessitent une intervention forte dans le cadre du contexte. Les informations, l'analyse de la littérature. L'étape suivante est d'établir une étude sur le sujet, sur l'examen, pour voir quels indicateurs peuvent ressortir de cela et peuvent être utilisés au travers des trois groupes. Et les orientations ont été ajoutées dans ce sens, et les UCN et USAID ont développé leurs propres indicateurs que nous pouvons utiliser, et le résultat, le cadre de travail résultant représente donc 27 indicateurs au niveau quantitatif du pays, autres trois groupes, et ont été utilisés pour déterminer les points particuliers concernant ce triple lien, ce cadre de triple lien. Donc, avec ces différents indicateurs, ont ensuite été divisés en trois sous-groupes, et ensuite en trois groupes, et ensuite en 6 sous-groupes. Tout d'abord, regardons les indicateurs concernant la vulnérabilité du climat. Ici, tout le long, c'est important d'insister que c'est un processus très long et assez compliqué pour finaliser tous ces indices et indicateurs, et donc nécessite beaucoup de travail étant donné la disponibilité des données. Et en d'autres termes, dans les indicateurs du genre, il y a un manque criant de données parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur cela. C'est quelque chose que USAID et UCN ont fait avec d'autres partenaires pour essayer d'établir et d'identifier des actions à faire. Dans l'écran, vous pouvez voir les pays qui ont été identifiés dans le cadre de ces études, avec les différentes activités pour les capacités d'adaptation, afin de saisir et caractériser la vulnérabilité du climat et la résilience de la population. Dans ces deux sous-groupes, nous avons utilisé des indicateurs ici par rapport au nombre de personnes, de population, pourcentage de la population qui a été affectée, l'accès à l'eau, qui travaillent dans l'agriculture, et ainsi de suite. La fragilité de l'État, vous pouvez voir les indicateurs qui ont été utilisés peuvent se retrouver dans deux sous-groupes, l'efficacité et la légitimité. Nous avons utilisé une variété d'indicateurs tels que la corruption, l'utilisation de l'État dans le cadre de terreur politique, ainsi que les chiffres concernant les mariages précoces, mariage des enfants, qui peut être une cause de fragilité ou une forme de violence basée sur le genre, qui a été fortement connectée à la question de la pauvreté, limiter les progrès possibles pour ces filles, et a donc un impact dans ce sens. Et enfin, regardons les indicateurs concernant l'inégalité du genre. Ceux-ci peuvent être divisés en deux catégories, les droits juridiques et la parité du genre. Dans ces catégories, nous avons considéré les lois contre la violence basée sur le genre, l'accès aux ressources, les droits d'héritage, l'autorité parentale. Tout cela a été examiné avec les taux d'alphabétisme et d'autres indicateurs, et cela montre encore une fois que dans les 120 et quelques pays, il y a des inégalités du genre très importantes qui ont été identifiées ainsi. Diapo suivante. Ici, les indicateurs dans leur ensemble, et voilà à quoi ça ressemble quand les trois sont combinés. Donc, une fois qu'un indicateur a pu établir une carte à partir des données qui étaient disponibles, ces indicateurs pouvaient nous permettre d'établir un classement, entre les pays à faible risque, risque moyen ou très élevé, et ce que cela nous montre, c'est que les pays qui sont en haut du classement, c'est généralement des chiffres élevés dans les trois domaines, les trois indicateurs sélectionnés, et on a trouvé que statistiquement, il y a des liens entre les trois problématiques qui ont été soulignées tout à l'heure. Et donc un exemple
le conflit du Darfour, qui était un des premiers conflits qui a pu établir les liens entre le changement climatique et les conflits. Le changement climatique a résulté dans la compétition pour des ressources limitées et rares et peuvent être identifiées comme étant une cause fondamentale. Dans le contexte des femmes et des enfants, la majorité, c'est que s'il y a beaucoup de défis, que ce soit physique, la violence, mariage précoce et ainsi de suite. Ces formes de violence ont été aggravées avec les filles et les femmes qui voyagent dans des zones inconnues sur de longues distances pour rechercher des ressources naturelles, que ce soit le bois pour le chauffage, de l'eau ou de la nourriture. Ceci est juste un exemple et nous vous encourageons tous à considérer les chevauchements potentiels qui peuvent exister ici. Je vous encourage à faire vos devoirs et vous trouverez cela dans les documents qui vous ont été partagés. Donc, qu'avons-nous appris dans le cadre de ce processus? Donc, cela est un cas empirique, que c'est des points à considérer, que c'est non seulement une question de résilience, mais de stabilité, mais que lorsqu'il y a une autonomisation, il y a davantage de moyens pour établir et créer des situations de paix. Et la compréhension que le rapport suggère, c'est que on doit être informé par les données pour s'assurer que les politiques soient mieux élaborées dans les femmes, dans le contexte fragile, et pour s'assurer que les femmes comprennent très bien les raisons de cela. Et pour faire cela, nous savons que les femmes doivent être comprises dans les parties prenantes, en tant que partenaires et parties prenantes, être reconnues dans l'information et mener le changement à différents niveaux et au travers des différents secteurs. Et ce sont des responsabilités et sont des agents pour le changement. Et nous avons aussi beaucoup appris dans le contexte et l'analyse de ces recherches. Les examens des recherches en question ont montré qu'il existait des lacunes considérables entre les institutions et la génération de données et l'élaboration des politiques. Nous avons encouragé que davantage de recherches doivent être réalisées pour mieux comprendre les liens qui existent entre ces trois problématiques et les points d'intersection entre elles. Cela nécessite un travail concerté, un renforcement des capacités dans la collecte des données et leur analyse et l'application pour un meilleur soutien, pour mettre en place des partenariats qui sont absolument essentiels. L'apprentissage innovant ne peut pas ressortir si les lacunes sont ignorées et dans le cadre de l'élaboration de la politique qui peuvent être utilisées de partout dans le monde. Et enfin, je tiens à remercier l'équipe d'IUCN pour sa recherche, en particulier le bureau et Emma Boyer, entre autres, et Craig, et toute l'équipe. Je vous rends la parole, Anna. Merci Georgia, merci pour votre présentation. C'est très intéressant d'écouter cet exercice et comment vous l'avez fait et la valeur de la participation et d'établir des indicateurs dans les différents pays. C'est un sujet intéressant. Nous allons maintenant avoir une discussion de panel. Et nous avons avec nous Sarah Duarto Valero, Seyida Adika Jamshed du Pakistan, Dedis Bakaria et Bridget Burns. Et chacun d'entre eux ont 6 minutes pour présenter leur expérience, ce qui est un défi et qui est peu difficile parce qu'il faut parler lentement à cause de l'interprétation. Tout d'abord, je suis ravi de vous présenter Sarah Duarto Valero, conseillère régionale sur les statistiques de genre pour le Bureau de l'Asie des Nations Unies de ONU Femmes et elle est gestionnaire d'un programme pour encourager et défendre les femmes donc de partout et dans le cadre de la défense de la qualité et l'utilisation des chiffres dans ses études. Elle apporte des conseils et des diversités sur cela. Avant de se joindre au bureau régional, elle travaillait comme statisticienne chez ONU Femmes et elle avait un rôle de cette nature au secrétariat de l'ONU Femmes pour l'Asie-Pacifique et aussi au bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie et le Pacifique. Sarah, vous voulez que les programmes sur les femmes
pour améliorer les données et leur accessibilité pour l'élaboration des politiques. Quelles sont les lacunes et les besoins par rapport à la question du genre? Merci beaucoup, Anna, et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une très bonne question, avec une réponse assez large, parce que nous avons seulement 6 minutes pour y répondre. OK. Donc, dans la région Asie-Pacifique, en particulier, nous avons un certain nombre de rapports depuis un certain temps et nous devons vraiment collecter les données sur le genre et l'environnement. Et nous avons parfois quelques difficultés pour décider quand ou commencer. Donc, pour nous connecter, en tant que vous, les représentantes de Women Count, les femmes comptent, nous avons essayé d'aider les femmes dans tous les pays en fait à collecter ces données avec trois aspects différents pour identifier ces données. Tout d'abord, regardons les données qui sont disponibles et voir ce qui peut être fait et les croiser avec d'autres. Deuxièmement, intégrer différentes formes de données qui sont disponibles, qui pourraient être utilisées. Et troisièmement, les toutes nouvelles données. Donc, je vais vous montrer ces différents niveaux ensuite. Voici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà des éléments probants de comme quoi l'accès des femmes aux ressources naturelles peut être est de plus en plus compromis. Vous pouvez le voir dans le graphique bleu. Cela montre l'accès à l'eau et pour chacun des foyers, l'eau la plus proche et la source d'eau la plus proche est environ à 30 minutes de leur maison, mais dans certains cas, cela peut prendre jusqu'à 900 minutes pour se procurer de l'eau. Donc, trois quarts des foyers, ce sont les femmes qui sont responsables de l'eau. Et cela est une charge assez importante. Et le changement climatique est en train d'accroître ce fardeau, cette charge. On peut voir la disponibilité de l'eau durant la période sèche et la période des pluies est très différente et très variable de l'eau propre. Et on s'attend à ce que le changement climatique va augmenter et provoquer des temps de collecte d'eau encore plus élevés. Un autre exemple qui est ressorti de nos données croisées, c'est que COVID-19 a déjà présenté quelques-uns de ces défis. Et tout de suite après la crise de COVID-19, on a vu dans un certain nombre de pays que selon le pays en question, entre 10 et 15 et entre 10 et 15 à 40% des foyers, leur eau était compromis. Et on a demandé ensuite combien de temps il leur fallait pour aller collecter de l'eau. On a vu que dans beaucoup de foyers, le graphique en jaune, le temps pour y parvenir a augmenté, en particulier dans les pays en Asie du Sud, tels que dans les Maldives, en Afghanistan. On peut voir que les femmes passent plus de temps actuellement pour aller collecter de l'eau. Cela est le cas aussi pour les Samoa, Indonésie, etc. Un autre point qui est ressorti et que nous avons identifié ici, c'est que le changement climatique compromet la biodiversité des océans et que les femmes et les hommes sont affectés différemment. Cela est vrai que davantage d'hommes sont impliqués dans la pêche, mais davantage de femmes travaillent dans l'aquaculture, la culture de poissons, et vous pouvez le voir dans les pays en Asie du Sud-Est, par exemple, sur le graphique de droite. Et avec la réduction des stocks de poissons et les différentes questions par rapport à l'océan, on voit que les femmes sont affectées différemment et elles sont aussi sous-représentées dans le secteur du tourisme et en conséquence, cela a un effet aussi à cause du changement climatique et cela a baissé de manière importante et sont encore une fois affectées différemment. Yep. Elles sont également moins impliquées dans l'agriculture de manière disproportionnelle, mais nous pouvons voir ici que la plupart d'entre elles, ici dans les régions qui sont présentées ici, c'est que beaucoup d'hommes décident de migrer vers les villes. En Asie du Sud-Est, environ 24% et du sol est dégradé maintenant et
ce qui les oblige un peu, les force un peu à retourner dans les villes, à à vivre dans les villes. Cependant, ce n'est pas eux qui prennent les décisions par rapport au processus, les engrais, la sélection des graines pour développer la résilience et la disponibilité. Cela a un rôle à jouer. Et nous voyons aussi des différences vis-à-vis de la gestion des déchets. On peut voir dans la production et la consommation durable, on peut le voir que les femmes sont disproportionnellement responsabilisées pour prendre les décisions par rapport aux achats mineurs, nourriture, mais il y a aussi des différences par rapport à des achats plus importants avec un frigo ou des objets plus coûteux. Mais ce concernant la présence environnementale, les hommes ont un impact environnemental beaucoup plus élevé, qu'on peut le voir dans tous les secteurs. Les hommes sont disproportionnellement représentés ici. Et dans le secteur de l'extraction minière, par exemple, l'industrie extractive ou dans la production de caoutchouc ou de l'industrie, certaines industries où les hommes sont disproportionnellement représentés. Voici quelques exemples de l'intégration de données. Ce que nous faisons ici, c'est que nous prenons des informations à partir d'images satellites et nous avons ensuite des enquêtes qui sont réalisées et cela nous permet de comparer comment les secteurs des changements climatiques sont affectés différemment et ont un impact sur la question du genre. Et ce que nous pouvons voir ici sur le graphique est que au niveau national, les taux de mariage d'enfants se connectent à d'autres facteurs, des épisodes de sécheresse ou les temps de déplacement, tout ça a un impact dans les différents domaines comme nous le voyons. Et ceci est dramatique avec l'exemple du Bangladesh et nous voyons cela dans beaucoup d'autres pays avec des connexions, des collaborations qui peuvent être établies entre le mariage précoce et la question du changement climatique. Et j'aime beaucoup cet indice, c'est-à-dire des fortes commodités. Donc, on peut voir qu'ils sont interconnectés entre tous ces facteurs avec la Cambodge, par exemple. Cela est peut-être dû au fait de la génération de l'inégalité et les problématiques peuvent être différentes d'un pays à un autre. Enfin, la quatrième manière de considérer ces données dans la collecte des données. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de centre unité internationale de collecte de données. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes intéressés à certains indicateurs, comment cela a été élaboré, et nous avons essayé d'élaborer un cadre de travail des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. Et on a pu ainsi élaborer d'autres indices et d'autres indicateurs, pouvoir avoir cette conversation qui soit spécifique au genre et on a pu travailler sur un modèle, un questionnaire modèle sur les statistiques concernant le lien environnement et genre. 10 modules dans ce questionnaire et génère 190 indicateurs sur l'environnement. Cela a été conçu d'une manière que cela peut être fait de manière indépendante ou modulaire, mais doit se rattacher à un questionnaire. Et on ne peut pas avoir des personnes qui répondent par procuration. Nous ne voulons pas que les hommes répondent à des questions qui devraient être répondues par les femmes dans le foyer. Dans certains pays, il y a parfois aussi trop d'échantillons, trop de collectes de données qui sont faites et trop d'informations. Donc cela complique le traitement des informations par la suite. Donc il y a un grand nombre de sujets par rapport à la collecte de données, sur la résilience, les informations, l'ethnologie, ce que les personnes ont fait depuis la dernière catastrophe,
par rapport à l'eau, les zones sèches, et n'ont pas pu trouver les produits d'hygiène, par exemple. Et nous considérons d'autres éléments également, les emplois des différentes personnes dans la pêche ou dans d'autres secteurs. Et nous avons aussi ajouté des informations concernant les stocks de poissons et les pêches, le volume de pêche par rapport à qui veut quoi par rapport à la collecte des données, et nous posons davantage de questions sur l'appropriation et la résilience au changement climatique. Et cela nous donne des résultats très, très, très intéressants. Et je partagerai cela avec vous. Et cela a été fait au Bangladesh. Et il y a actuellement une collecte de données en Mongolie. Et nous avons un grand nombre d'autres pays qui sont prêts à déployer ce questionnaire. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, pour ces informations et d'avoir présenté le travail que vous réalisez. C'est vraiment incroyable et cela sera très utile pour les pays lorsqu'ils abordent la phase de planification. C'est aussi une belle transition vers notre prochain intervenant, Seyeda Adika Jemshed, qui elle est experte du changement climatique. Elle est responsable de la facilitation du pays pour les contributions définie au niveau national pour le Pakistan et elle utilise différents outils dans le développement durable et dans le cadre de l'intégration de la question du genre dans toutes les activités. J'ai une question pour vous, mais vous avez 6 minutes pour y répondre. Tout d'abord, combien de données relatives à la question du genre avez-vous et que fait le Pakistan sur cela par rapport aux différents processus, par rapport aux interactions, etc. Merci Anna, merci beaucoup pour cette gentille présentation et j'espère pouvoir apporter une contribution significative à cette session. Je vais me focaliser sur les données qui sont à notre disposition par rapport à ce lien entre le changement climatique, la question du genre et la fragilité, vulnérabilité au climat. Voici une vue d'ensemble de la répartition de la population du Pakistan. Vous pouvez voir que 48% de la population sont des femmes et que sur ces 48,8% de la population, une bonne partie habite dans des zones rurales. Ceci est tout à fait pertinent. Dans les zones rurales, en effet, et ils ont besoin d'être soutenus. Donc, c'est pour ça que 79% des personnes habitent dans le secteur de l'agriculture et s'assurer que ce sont eux, ce sont les secteurs les plus vulnérables du Pakistan. Et cela se relaie avec notre propre inquiétude, avec l'égalité de chances pour les femmes dans ce sens. Pour répondre à cette question, nous devons considérer les différents facteurs que nous devons prendre en compte. Le changement climatique, l'égalité des genres, la pauvreté. Nous devons voir les différents aspects concernant le pouvoir, qui prend les décisions et comment cela a une influence sur les femmes. Et ceci est très important d'avoir une bonne représentation des femmes dans dans le processus de prise de décision et dans la problématique qui est importante au Pakistan et montre que la main-d'œuvre féminine est en déclin, que les questions économiques ne sont pas favorables à l'égalité du genre. Deuxièmement, nous devons nous focaliser sur l'aspect est-ce que nous avons les opportunités égales dans le secteur en question et considérer les aspects économiques et sociaux et savoir qu'ils aient une opportunité économique et de ne pas être discriminés. Et dans le cadre de l'indice de lacune concernant le genre au niveau mondial, il a été reporté que le Pakistan était classé à la 112e place sur 120 pays par rapport à leur participation économique et l'opportunité. Donc, elles n'ont pas du tout les mêmes accès que les hommes à la société. Donc cela nous montre qu'il y a vraiment une lacune majeure de la reconnaissance des femmes
dans le domaine de la changement climatique et de l'atténuation et l'adaptation, et cela reste un domaine important où il y a encore beaucoup à faire. Voici quelques-unes des politiques qui sont en rapport avec le changement climatique et comment celles-ci ont été incorporées. Mais ce qui est le plus inquiétant ici, je l'ai mentionné, mais la partie la plus inquiétante, c'est que dans la période précédente jusqu'à 2016, la question du genre n'avait pas été reconnue comme étant une question en soi. Il n'y avait aucune mention de cela dans le cadre des recommandations, l'intégration de la question du genre. Et c'est à ce stade que nous avons réalisé que la vision était un peu réduite et nous devions faire quelque chose par rapport à cela. Donc, voici la politique relative au changement climatique au niveau national au Pakistan, quelques statistiques, quelques résultats. Un des rapports de l'UNICEF avait indiqué que les mariages des enfants avaient été introduits comme un mode de survie et que le taux de mortalité infantile avait augmenté. Donc cela montre et justifier la nature du changement par rapport à cette politique et ces amendements et que doivent être impliqués dans le processus de décision et ce sont elles qui sont les plus impactées et devraient avoir une place plus importante dans le cadre de la prise de décision. Voici les différentes informations concernant les contributions déterminées au niveau national comme étant un point de départ pour l'intégration de la question du genre, mais il n'y a pas de mention de budget pour le changement climatique dans ce cadre. Nous avons eu 64 NDC. Nous devons nous assurer qu'il y ait des lacunes et que cela puisse être remédié. Donc, ceci est un processus que nous suivons au Pakistan pour la révision de nos données et de nos CDN dans l'ensemble des groupes qui travaillent sur ces sujets d'intégration du genre dans les CDN, ce que nous avons fait, une analyse directe des lacunes avec un grand nombre d'éléments probants dans le pays disponibles au niveau national ou sous-national et faire une analyse des risques et des lacunes, et grâce à la contribution des différents départements et l'alignement dans le cadre du groupe de travail, ont travaillé ensemble, ils ont proposé des recommandations de politique pour améliorer. Cela est quasiment finalisé. Cela fera partie de la révision actuelle en cours donc de nos CDN et de mentionner la question du genre avec d'autres intersections avec d'autres secteurs. Et ceci sont quelques recommandations qui ont été soumises au travers du Pakistan pour les différents secteurs. Comme Sarah le mentionnait tout à l'heure, la question du sol, du terrain. Est-ce que tout cela est en alignement? Est-ce qu'il y a bien une coopération des femmes dans ce sens sur ce sujet? Quelque chose qui a été recommandé dans le cadre de l'élaboration de politiques et le manque de connaissances et de mesures par rapport à ces différents aspects devrait être inclus, augmenter la participation des femmes dans la prise de décision. C'est absolument important dans la gestion des risques et des catastrophes. Tout cela étaient des propositions qui ont été faites pour intégrer le genre et les recommandations. Et donc, on parlait avant des femmes comme étant un groupe vulnérable, mais maintenant nous parlons des femmes qui peut avoir une opportunité d'être assises à la table de décision. Et un autre point, c'est qu'elles doivent être autonomisées sur un plan de vue politique au travers de microfinances et aider leur communauté à se développer dans différents aspects et atteindre ainsi une certaine indépendance financière vis-à-vis du changement climatique. Voici quelques-uns des projets phares du ministère du Changement climatique que nous avons déployés. Donc, on a dans ce cadre, nous voulons inclure la question du genre et réaliser des activités qui soient spécifiques, particulières aux femmes, qu'elles puissent avoir un rôle égal dans la mise en œuvre de ces projets, avoir leur perspective dans ce sens sur le changement climatique. Nous avons
deux projets principaux qui seront présentés, 10 milliards d'arbres et des mesures de relance économique verte, développer des cultivations d'arbres. Ils ont été encouragés à faire cela, à été mobilisés à s'impliquer, à améliorer et à encourager l'éducation dans ce domaine. Et c'était des mobiliseurs sociaux dans le cadre de ces différentes activités. Et elles peuvent être ainsi impliquées dans la mise en œuvre de ces différents projets dans des domaines clés où généralement ce sont des domaines plus masculins et les hommes ont tendance à aller dans les villes chercher du travail et les femmes restent à la campagne. Et donc, ce sont les premières impactées par rapport à cela. Et ce sont des signes précoces qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine et à prendre en compte avec une perspective du genre dans tout ce qui est fait et réalisé sur le terrain. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. J'ai hâte de continuer la session. Merci beaucoup, Radhika, pour avoir partagé le travail que vous faites dans cet espace avec le gouvernement du Pakistan, qui est absolument incroyable. Et c'est vraiment très encourageant de voir le progrès entrepris. Et vous avez notamment montré ceci avec vos dernières planches. Avant de passer à mon prochain intervenant, je veux juste en fait vous rappeler à tous que vous pouvez envoyer vos questions et commentaires dans le parti pour les questions. Nous recevons déjà certaines questions et commentaires. Nous souhaiterions notamment en avoir d'autant plus. Et sur ce, j'aimerais maintenant vous présenter Denis Macaria. Denis est leader d'une équipe technique sur servir dans la partie est et sud de l'Afrique pour le Centre de ressources et de développement basé au Kenya en Afrique de l'Est. Son équipe travaille sur des services orientés vers les données, c'est-à-dire aussi bien l'observation pour trouver des solutions relatives à l'adaptation climatique et une résilience en se focalisant sur l'eau et la sécurité alimentaire. Donc, Denis et capture les métadonnées de façon intéressante pour informer l'action climatique. Et d'après votre propre expérience, comment est-ce que les données et des analyses innovatives peuvent mener des actions qui peuvent tenir compte de l'aspect des genres dans l'atténuation climatique de la part des gouvernements? Merci beaucoup. Je suis ravi d'être un intervenant sur le webinaire d'aujourd'hui. Je vais prendre juste un moment pour vous mentionner des activités de mentionner comment nous avons agi en Afrique de l'Est durant les 5-6 dernières années en se focalisant notamment sur la cartographie des éléments climatiques et de l'évaluation des changements climatiques. J'ai des exemples du Kenya, de la Tanzanie, mais je veux me focaliser d'autant plus sur la Tanzanie parce que c'est là où nous avons des exemples quant à comment en fait les services de cartographie ont bénéficié les communautés avec les aspects notamment de la question du genre intégrés dans ces approches. Donc, dans ma première planche à l'écran, voici un exemple du genre de résultats de produits que nous produisons quand nous intégrons nos ensembles de données pour pouvoir avoir ce que nous appelons des points chauds de vulnérabilité climatique. Et ça, ce sont généralement des zones où il y a cet élément de force climatique intersecté avec les moyens de subsistance des communautés ou de nombreux aspects en fait qui soutiennent les moyens de subsistance des communautés en général et ceci aussi inclut les écosystèmes. Et quand nous rassemblons ces ensembles de données ensemble à travers l'intégration et la cartographie et des cadres connexes, nous pouvons trouver des domaines qui sont particulièrement vulnérables relatifs à d'autres zones en termes de d'identification de zones où les interventions peuvent être notamment spécialement focalisées afin de pouvoir développer les capacités, dans ce cas des communautés ou dans d'autres cas d'écosystèmes, afin de pouvoir gérer, du moins pour pouvoir gérer les stress climatiques. Et dans ce cas, de la carte à gauche, voilà ce que nous avions au bassin du lac Victoria, en fait, avec notamment
le fait que environ 90 millions de personnes sur 5 pays partagent ces éléments. Et l'histoire de l'Afrique de l'Est, c'est que beaucoup de nos moyens de subsistance ici dépendent du climat, notamment parce que l'agriculture est une composante très grande de l'économie est-africaine et donc les changements dans les climats, avec notamment des baisses de pluviométrie, des baisses de niveau de pluie, des augmentations de température ont un impact sur les moyens de subsistance liés à l'agriculture. Et donc, quand nous voyons cette cartographie, il y a généralement ce genre de cartographie avec plusieurs choses que nous pouvons considérer, notamment l'approche et l'approche notamment pour identifier ce genre de cartographie. Et autour de cela, nous avons développé une équipe avec nous-mêmes, la technologie, les données, et notamment les institutions qui rassemblent la technologie pour intégrer ces éléments-là. Et nous rassemblons aussi de façon locale les parties prenantes ou les partenaires locaux qui sont notamment extraits de la part d'agences d'une façon ou d'une autre pour travailler ensemble afin de pouvoir développer notamment les services d'adaptation climatique. Et donc, une fois que nous avons ce genre d'équipe, que nous avons l'équipe de co-développement, alors nous pouvons définir quelles sont les exigences de données. Et donc, avec mes collègues, mes intervenants précédents, Georgia et Sarah, je nous avons touché donc sur ces données, cette sélection, par exemple, quant à comment vous pouvez identifier les indicateurs que vous souhaitez utiliser afin de pouvoir souligner à travers la cartographie des vulnérabilités pertinentes pour ces questions-là. Et donc, dans la sélection de ceci et de considération de ces aspects précédents, le premier aspect, c'est que pas beaucoup d'agences ont toutes les données qui sont possiblement requises. Donc, en ce qui concerne cette cartographie, c'est la raison pour laquelle nous appelons ce que nous avons, ces observations en fait qui ressortent très fortement et donc la plupart des analyses notamment ont une intégration très forte avec les éléments démographiques, avec ce que nous appelons notamment les enquêtes d'opinion auprès des foyers où nous obtenons notamment des données qui sont très spécifiques aux êtres humains et quand nous avons ces sélections de données, nous nous assurons que nous puissions développer des couches de données ou d'indicateurs qui sont focalisés sur les questions de genre avec une perspective de genre. Et certains de ces éléments ont été soulignés par Georgia, mais je voulais mentionner que l'accès aux services, l'accès au marché, la proportion de foyers qui sont dirigés par les femmes. Nous avons aussi des indicateurs aussi qui ont à voir à la nutrition et à la santé de l'enfant, l'accès à ces services-là et au niveau d'éducation aussi, juste pour vous mentionner certains de ces indicateurs. Et ensuite, nous rassemblons tout cela et nous trouvons des domaines qui sont particulièrement vulnérables aux changements en termes de température et de précipitations, tels que par exemple les niveaux de pluie en général. Donc, une fois que nous faisons cette intégration, nous soulignons ces domaines et ces zones et but principal pour souligner cela, c'est en fait pour aider les décideurs ainsi que les décideurs en termes de politique pour les investissements dans les activités de développement de la résilience. Et sur cette planche à l'écran, là, vous pouvez voir les femmes à gauche. En bas à gauche, vous pouvez voir les femmes qui tiennent à un certificat de propriété foncière. Ça, c'est en Tanzanie. Et donc, ce résultat, ça a été dû au fait que nous avons pu définir des zones en Tanzanie avec les deux bassins. Vous avez la carte en haut à droite où nous avons défini des zones où c'est sur ces deux bassins, les titres fonciers étaient auparavant un obstacle à l'adaptation climatique et la plupart des populations ou des sections de population qui sont affectées par cela sont en fait les femmes. Et donc ces interventions à travers ces zones ont été très pertinentes pour le développement des capacités des femmes afin de pouvoir devenir plus productives et aussi de pouvoir avoir cette sécurité de titres fonciers qui d'unités de production et ceci a un lien, une relation directe au fait de pouvoir faire en sorte que les communautés, à travers les foyers et à travers ces femmes, puissent produire suffisamment afin de pouvoir
euh, s'attaquer à la résilience climatique, développer la résilience climatique plutôt. Et donc, au Kenya, nous avons apporté notre soutien aux communautés pastorales, notamment dans les zones arides du nord du Kenya. Ce sont des communautés où les activités pastorales représentent leurs moyens de subsistance principaux et c'est quelque chose qui est très très sensible en tant que moyen de subsistance. C'est très sensible à tout changement dans les comportements climatiques et donc dans ce cas même une magnitude très faible de déficit de pluviométrie a une implication énorme sur la santé et les vies en général. Et donc, ça a un impact énorme sur les femmes et ça a un impact énorme aussi sur les filles qui sont très, pour lesquelles ceci est essentiel pour la santé et la santé du foyer, puisque ce sont les sources principales et les sources principales de stabilité dans la famille aussi. Généralement de savoir d'où viendra la nourriture et de s'assurer que tout le monde aussi puisse aider. Donc, durant les quelques 30 dernières années environ, nous avons vu à travers l'observation que les températures ont été en augmentation, elles augmentent et les coûts opérationnels aussi augmentent. Et donc, afin de pouvoir comparer cela et de s'attaquer à ce problème aussi avec notamment des niveaux de pluie qui baissent, l'accès à l'eau et aux ressources hydriques devient absolument essentiel, notamment parce que ceci est notamment beaucoup géré par les femmes et les filles. Et donc, l'intervention en fait qui se déroule sur les données se focalise notamment sur l'accès à l'eau ou un accès à l'eau garanti pour ces maisons et ces foyers. Et cela a des implications et a des impacts énormes sur la quantité de temps que les femmes et les filles tr- passent à essayer de trouver de l'eau et en faisant cela de façon innovative, notamment en utilisant des capteurs électroniques pour faire une supervision des puits et des points d'eau pour s'assurer que dès qu'il y a une fuite ou dès qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus très bien, un signal est envoyé avec un message qui est envoyé aux autorités pertinentes pour pouvoir gérer cela le plus rapidement possible, notamment pour s'assurer que durant les périodes de sécheresse, nous avons un accès garanti à l'eau pour ces communautés pastorales. Et je veux aussi finir ma présentation pour indiquer que durant les quelques 80 dernières années, le développement de capacités est aussi une partie intégrale dans tout ce que nous faisons. J'ai mentionné cela au début pour indiquer les activités de cartographie où nous rassemblons les partenaires locaux ainsi que nous-mêmes et nous discutons de la cartographie et des objectifs et nous allouons les responsabilités et les rôles. Nous attribuons les responsabilités et les rôles. Ça, c'est une forme de développement de capacité en tant que tel, parce qu'avec ces partenaires locaux, nous leur démontrons le genre d'outils utilisés, le genre de données que cela nous donne et le genre d'informations pertinentes pour l'atteinte de ces objectifs. Et donc, ça, c'est une composante énorme de tous les services que nous mettons en œuvre lorsque nous faisons la cartographie, mais aussi le fait de pouvoir donner une voix aux récipiendaires et bénéficiaires. Et dans ce cas, le fait d'être sensible à la question du genre pour indiquer que vous n'avez pas de biais ou d'angle particulier envers un genre plutôt qu'un autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, durant ces développements, par exemple, de la résilience, la photo en haut là que vous voyez avec un des résultats de co-développement et de développement des capacités, c'est cette dame-là, leader en fait, qui a émergé du groupe et nous lui avons donné le rôle pour coordonner la plupart de ces activités, de ces réunions communautaires, réunions de sensibilisation, mais pour s'assurer aussi que les groupes essentiels qui seront affectés par ces décisions, lorsque ces décisions essentielles seront prises, lorsque les décisions seront prises, que ces groupes affectés feront aussi partie de ces conversations. Ça inclut aussi la jeunesse. Et donc, c'est aussi une question de respecter les droits des groupes en question. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et je serai ravi de pouvoir vous en indiquer un peu plus lorsque vous le souhaiterez. Merci beaucoup. Merci, Denis. C'était très intéressant de voir
de telle façon si innovante de rassembler ces données pour les politiques et programmes dans le domaine du climat. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre de la part de Bridget Burns que de Génération Égalité, le travail qui a été fait dans cet espace en ce qui concerne l'égalité des sexes, notamment spécialisées dans le plaidoyer, la recherche, le développement des politiques concernant le genre et la justice climatique. Donc, Bridget, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que c'est que Génération Égalité et l'action féministe pour la justice climatique et comment est-ce que cette coalition joue un rôle pour adresser les manques de données sur le genre pour l'égalité dans le domaine du climat. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être présente parmi vous ce matin et j'aimerais aussi parler aussi du forum Génération Égalité. Certains d'entre vous êtes peut-être au courant de cela, mais pour d'autres, vous entendez peut-être cela pour la première fois. C'est un forum, un processus qui sera ou qui viendra à sa conclusion, ou plutôt qui sera lancé, puisque ça a l'objectif d'être un programme sur 5 ans et du moins euh, c'est l'initiative à la fin du mois de juin. Je peux décrire cela comme étant un moment catalysateur pour lancer un plan sur 5 ans pour accélérer l'égalité des genres avec l'objectif notamment de pouvoir refléter sur les 25 ans de mise en œuvre de la plateforme de Beijing pour l'action, qui, certains d'entre vous le savez peut-être, a été un des principes qui nous a guidés en termes d'action et d'agenda international pour l'égalité des genres à travers le monde et comment nous pouvons faire accélérer le progrès autour de points clés qui sont vraiment essentiels pour réaliser la responsabilisation et la résilience des femmes dans l'égalité des genres. Donc, Jeff, c'est en fait l'acronyme, donc Jeff, en fait, c'est pour Global Environment Facility, donc dispositif sur l'environnement mondial. Mais Jeff, ici dans ce cadre, c'est Génération Égalité Forum, donc Forum Génération Égalité, pour créer un nouveau plan pour l'action et faire avancer les objectifs spécifiques. Notamment, c'est un processus participatoire qui aide, qui a pour but d'être dirigé par la société civile, dirigé par ONU Femmes en partenariat avec le gouvernement de Mexique et de la France. Il y a 6 domaines d'action qui ont été collectivement sur les 2 dernières années. Et maintenant, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne 2 ans, mais à cause de la pandémie, nous en sommes maintenant au stade où nous allons vers un processus plus long que prévu. Quant à comment ces actions et ces partenariats ont été développés, et un des modèles, c'est notamment l'action féministe pour la justice climatique sur lequel UICN et WIDO travaillent tant que collègues avec le partenariat de ONU Femmes ainsi que d'autres leaders philanthropiques ainsi que de la base et des mouvements de la jeunesse. Donc, quand on pense au plan pour l'action féministe pour la justice climatique à travers plusieurs consultations et séries de dialogues, ainsi que le fait de pouvoir rassembler les connaissances pour travailler à cette intersection depuis de nombreuses décennies pour beaucoup d'autres, nous avons identifié 4 domaines clés dans le plan d'action sur lesquels nous espérons voir des progrès sur les 5 années à venir. Le premier tourne autour de faire avancer le leadership des femmes et des filles dans toute leur diversité pour atteindre une transition juste pour une économie verte. Et là, nous parlons de leadership et de prise de décision à travers tous les domaines, mais aussi, et c'est absolument essentiel, à travers tous les secteurs. Donc, de l'énergie au transport, à l'agriculture, et pour s'assurer que les femmes et les filles aient un rôle complet à jouer pour assurer une transition climatique juste. Le deuxième domaine concerne le fait d'accroître la responsabilité de la réponse du genre dans la finance climatique, avec notamment les investissements directs pour les femmes, les mouvements de la base et aussi pour les solutions climatiques, avec toutes les tactiques que nous pouvons utiliser pour faire évoluer les financements privés et publics afin de pouvoir retenir compte des questions du genre dans les domaines économiques. Le troisième domaine, c'est l'investissement dans les droits des femmes et des filles dans toute leur diversité pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et là, nous considérons les changements juridiques et sociaux dans le domaine de foncier, par exemple, pour l'accès à la justice, ainsi que les investissements dans une éducation transformative écologique et tenant compte du genre pour développer des solutions qui prennent en compte l'adaptation à l'environnement pour ces solutions. Et enfin, pour finir, le dernier point, c'est notamment pour ce webinaire aujourd'hui et qui est très enthousiasmant, c'est autour de la création et de la capture des données, des connaissances et de l'information pour s'assurer que nous puissions avoir une action climatique
climatique juste, respectant la question du genre. Et donc, la façon sur laquelle ces plans ont été évalués, c'est pour permettre à ce que nous ayons plusieurs groupes multipartites et collectifs qui puissent faire avoir des mouvements pour pouvoir atteindre et mettre en œuvre ces éléments sur les 5 prochaines années. Et ceci démontré dans pas mal de travail absolument fantastique entrepris par les gens pour essayer de comprendre le lien et le nexus de l'information concernant les données de genre dans le domaine climatique, avec notamment le fait de voir les différents éléments de données, les différents ensembles de données, mais qui ne sont pas nécessairement connectés les uns aux autres, donc qui nous permettront de pouvoir voir comment nous pouvons informer les politiques climatiques, parce que nous savons qu'il y a des domaines où cela peut affecter les politiques climatiques, avec notamment une utilisation de données cross-sectorielles, transsectorielles, qui est absolument essentielle pour les plans de justice climatique et de justice de genre. Et alors que nous avons des données spécifiques en existence, j'entends toujours, tous les jours, que nous avons du travail nouveau et complètement intéressant qui se passe à cette intersection. Une des choses que nous avons soulignées dans cette conversation, c'est que nous parlons de ce que pouvons-nous faire dans ce domaine d'action qui nous permettra vraiment de pouvoir se focaliser sur cela, qui nous permettra de pouvoir collecter les données afin de pouvoir communiquer certaines des informations critiques et essentielles et de vraiment agir en tant qu'amplificateur et qui puisse synthétiser cela pour voir où est-ce qu'il y a des connexions, ou aussi bien les communautés ou les individus ou les pays de façon individuelle ne peuvent pas établir simplement d'eux-mêmes. Donc nous pensons qu'il y a vraiment une limite en ce qui concerne les connaissances et les capacités d'utilisation de ces données, d'adaptation. Et je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, c'est peut-être nouveau, mais pour beaucoup d'entre vous qui travaillent sur cette intersection, c'est difficile de pouvoir ressentir de façon consistante qu'il n'y a pas suffisamment de données, alors qu'en fait, une partie un des défis à relever, c'est de recréer cet écosystème où les données et l'information peut devenir claires et accessibles à tout le monde. Donc, nous sommes en train de réfléchir et de penser, parmi notre engagement entre WIDO, UICN et ONU Femmes, ainsi que beaucoup de partenaires de la société civile et de la base d'une alliance de genre et de données environnementales qui peuvent vraiment synthétiser ces données pour que cela puisse être utile à l'intersection du genre et de l'environnement, en espérant que cette alliance peut servir non seulement en tant que véhicule pour le fait d'avoir un endroit où nous pouvons synthétiser cette information, mais aussi afin de pouvoir avoir une adhésion de la part de beaucoup plus de membres qui font déjà cette réflexion et qui le font de façon très diverse. Nous voulons nous assurer que cette alliance puisse pleinement comprendre que ce qui compte compte, et que cette collecte de données puisse être faite de façon euh, à- multiple, avec notamment les inventaires, collaboration avec cette information et cette recherche puisse avoir une grande valeur et puisse être considérée côte à côte avec les bureaux de statistiques nationaux, internationaux, ainsi que ce qui se passe aux Nations Unies. Comment pouvons-nous créer cette possibilité de partage d'informations, d'utilisation de données, quant à comment nous collectons les données, comment nous pouvons les partager de façon consistante afin que ces connexions puissent être établies. Donc, je vais finir sur ce point. Je pense simplement que je vais finir en vous disant que nous voulions utiliser cette opportunité pour partager avec vous là où nous voyons peut-être des lacunes et comment nous pouvons peut-être développer la pouvoir, la puissance, l'influence en développant ces données incroyables sur ces différents axes et nexus et liens sur lesquels tout le monde travaille. Et nous pensons que le Forum Génération et Qualité, Jeff, c'est avec cette alliance notamment de données environnementales et de genre pour représenter de très fortes opportunités pour s'assurer que ce travail ne reste pas simplement dans le webinaire, mais puisse aussi avoir une influence dans l'élaboration de politiques au niveau mondial. Je suis ravi de vous rendre la parole, Anna. Merci, Brigitte, pour cela. Tu n'as même pas besoin de faire d'introduction au travail entrepris par le Forum Génération et Qualité. Merci de partager cela avec nous et merci beaucoup à vous tous pour vos présentations très intéressantes. Nous arrivons maintenant au moment où nous pouvons partager les questions et réponses de la part de notre public. Donc, j'aimerais inviter tous les membres de notre table ronde à allumer leur micro, à allumer leur caméra, puisque nous allons essayer de faire en sorte que cette conversation puisse être aussi vivace que possible. J'aimerais commencer avec une question qui est adressée à l'ensemble de notre groupe. Donc, qui que ce soit qui veut se porter volontaire pour répondre, n'hésitez pas à le faire. Je vais vous lire la question. Ça dit que nos minorités
de genre, donc les genres au-delà des personnes binaires, telles que les personnes transpersones ou non binaires, sont-elles considérées dans l'analyse du genre et du changement climatique? Et si vous pouvez fournir une perspective quant à comment les questions multidimensionnelles telles que les éléments systémiques peuvent être adressés au mieux dans notre atténuation, dans notre travail d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques dans l'environnement international. Je sais que c'est une grosse question. Je me demande s'il y a quelqu'un qui peut se porter volontaire parmi nos membres de notre table ronde qui voudrait prendre la première opportunité de répondre à cette question. Je peux répondre en ce qui concerne ces enquêtes d'opinion, peut-être, si vous voulez. Oui. Donc, peut-être en fait, c'est un point très important et c'est un point sur lequel nous devons nous attaquer. Nous devons vraiment commencer en considérant ceci de façon beaucoup plus systématique pour l'analyse. Donc, nous essayons souvent de ventiler nos données, notamment en ce qui concerne les orientations sexuelles et le sexe. Nous posons la question de façon typique dans les enquêtes d'opinion en ce qui concerne les taux d'atténuation. Nous posons aussi la question dans l'enquête d'opinion. Le problème, c'est qu'en fonction de l'échantillon de cette enquête d'opinion et des stratégies d'échantillonnage, ce n'est pas toujours possible de fournir ces données de façon ventilée. Donc souvent, nous avons l'information, mais c'est simplement certains échantillons de certains groupes de population sont parfois pas suffisamment conséquents pour répondre de façon précise à ces différents sous-segments. Donc c'est vraiment quelque chose qui en revient au gouvernement, aux laboratoires de politique en ce qui concerne comment ils conçoivent ces enquêtes d'opinion. Ils doivent vraiment placer ces éléments comme priorité puisque l'échantillonnage est conçu pour peut-être voir des échantillons de groupes de minorités peut-être parce que sinon, de façon trop générale, ce n'est pas possible. Merci. Merci, parfait. Merci Sarah. Pour peut-être économiser du temps, je vais peut-être passer à une autre question. Donc Denis, j'ai une question pour vous. Avec des compliments pour dire très bon travail. Quels sont les canaux de dimension de votre information qui sont liés à la communauté, par exemple pour les femmes, qui peuvent atteindre les femmes de façon rapide et efficace? Donc, vous avez partagé avec nous certains éléments quant à comment vous utilisez en fait ces différents canaux pour faire en sorte que les femmes puissent recevoir cette information. Denis, est-ce que vous êtes toujours présent avec nous en ligne? Anna, il me semble que je vous ai perdu. Ah, désolé. Donc, laissez-moi vous lire la question à nouveau. Oui, la question c'est, quels sont les canaux de dissémination et de diffusion de votre information liés au climat, aux femmes et aux communautés, afin que vous puissiez assurer que cette information puisse les atteindre de façon efficace et dans le temps? Oui, c'est une très bonne question. Donc, vous savez, nous ne nous considérons pas comme étant un prestataire de service juste pour le dernier kilomètre. Nous voulons travailler. Nous travaillons, vous savez, avec des initiatives ou des agences. Parfois, c'est d'ordre gouvernemental, parfois, c'est des organisations non gouvernementales qui ont parfois plus de liens, des liens plus établis et plus forts avec la base. Et dans le cas de la Tanzanie, par exemple, le fait de travailler avec USAID qui finance des projets qui ont de très bonnes connexions avec les communautés où ces services sont mis en œuvre et où ces interventions sont mises en œuvre. Mais si dans d'autres cas, nous voulons que les femmes puissent faire des ateliers de diffusion et nous pourrons apporter notre soutien pour ces ateliers pour donner aux communautés et aux bénéficiaires et récipiendaires de ces ateliers où nous pouvons diffuser l'information afin de pouvoir s'assurer que l'information qui les atteint puisse être faite d'une telle façon qu'elle puisse comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous présentez cela, c'est très difficile pour les gens parfois de comprendre des cartes, par exemple, notamment à ce niveau. Et donc, vous voulez être dans la capacité de pouvoir fournir les meilleurs conseils possibles avec le meilleur soutien possible pour que les gens puissent interpréter correctement peut-être les éléments que vous fournissez. Donc nous faisons cela, mais nous appuyons tellement sur les partenaires locaux afin de pouvoir être cette passerelle entre notre information sur les produits et des données et les bénéficiaires et les personnes qui prendront des décisions qui affecteront ces bénéficiaires.
C'est parfait, Denis. Merci pour votre réponse. Et j'aimerais maintenant passer à Georgia. Dans votre présentation sur le triple lien, la violence basée sur le genre en Amérique latine semble être faible malgré le fait que nous savons maintenant que cela est très prévalent. Y avait-il des lacunes de données en ce qui concerne la violence sexiste basée sur le genre? Et si c'est le cas, que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous puissions avoir un accès à l'information, aux données pour informer ces éléments et les populations? Oui, merci. C'est une très bonne question et je pense en particulier parce que cela va vers un des éléments clés de nos résultats, c'est que dans les manques de données pour la violence sexiste basée sur le genre, comme la question, personne qui pose la question, nous savons qu'il y a énormément de violences basées sur le genre, violence sexiste, mais les données ne nous montrent pas cela. Et je pense que ceci nous mène à la question quant à comment est-ce que nous collectons les données. Comment est-ce que les personnes peuvent en fait rapporter les éléments concernant la violence sexiste basée sur le genre? Et ceci présente la complexité des données, de collecte des données. Et malheureusement, nous n'avons pas été dans la capacité de pouvoir capturer cela autant que nous le souhaiterions dans cette étude, mais je pense que à nouveau, ça, je sais que c'est une réponse et une non-réponse à votre question, mais cependant, cela vous donne des points d'explication en ce qui concerne comment nous avons trouvé qu'il y a cette lacune majeure en termes de données. Nous avons besoin de faire du travail afin de pouvoir réduire cet écart dans les données, ces lacunes de données qui incluent aussi le fait de changer la façon selon laquelle les gens rapportent les éléments de violence sexiste en permettant, nous l'espérons, que les gens puissent se sentir confortables de mentionner cela parmi d'autres choses. OK, parfait. Je pense que c'est toujours bon de reconnaître là où nous devons investir aussi dans d'autres éléments de collecte de données. Merci d'être ouvert en ce qui concerne cela et de nous indiquer la direction quant à ce qui doit être fait dans ce domaine. Hadika, je me demande si vous pouvez refléter votre expérience pour le soutien au gouvernement du Pakistan à cette contribution aux processus internationaux et comment est-ce que ces collectes de données et votre travail sont alignés avec le plan d'action sur le genre de la CCNUCC. Merci Anna. D'après l'expérience de travail sur les contributions déterminées au niveau national et sur le genre aussi en représentant le panel sur le changement climatique à la CCNUCC, le point principal que nous ressentons au niveau du pays, c'est le manque de données, tel que cela a été discuté autour de la table. Ça reste la question principale, mais nous savons que d'après notre propre compréhension, beaucoup de projets prennent en considération les questions du genre, les bénéficiaires et les questions relatives au genre et les actions relatives au genre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de rapportage de ceci au niveau gouvernemental en ce qui concerne ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose que nous avons réalisé. Nous savons que c'est un problème. Nous travaillons sur cela. Nous avons l'intention de développer, nous planifions de développer un mécanisme de reportage de questions de genre au sein du changement climatique, notamment pour la promotion des politiques. Et cela sera reflété aussi sous le plan de, des questions de genre, le plan d'action sur le genre. Et une fois que vous avez identifié ces lacunes, c'est facile d'identifier les politiques et les actions connexes à cela. Donc, les données seront un des éléments notamment identifiés quand nous parlerons de questions de politique et d'égalité de genre au Pakistan. Merci Hadika. J'aimerais utiliser cette façon maintenant de retourner vers Brigitte pour demander à Brigitte quel rôle avec le Forum Génération Égalité joue dans les processus. Vous nous avez donné un calendrier en ce qui concerne cela, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une bonne question. Et vous savez, dans notre coalition d'action, nous sommes vraiment très engagés pour s'assurer que c'est un plan robuste sur 5 ans et que c'est fortement connecté et en conversation avec les processus intergouvernementaux où nous avons énormément de mandats, du un plan d'action sur le genre, des mandats sous la connexion à la diversité biologique,
etc., qui appellent et qui demandent une collecte accrue avec des données ventilées par le genre, notamment comme faisant partie de ce nexus. Et une partie de cela, c'est que nous pouvons créer dans les mécanismes de redevabilité où nous voyons des progrès sous le forum et le plan du forum, c'est de pouvoir voir ceci dans le processus en ce qui concerne de ce qui se passe de notre côté en ce qui concerne les plans d'action du genre, mais aussi afin de pouvoir donc servir cela. Et l'idée étant que cela n'est pas nécessairement une question de création juste d'un seul nouvel ensemble de données. Nous savons que les collectes de données vont être et doivent être et se dérouler à tous les niveaux. Donc, en ce qui concerne les niveaux notamment régionaux et aussi comment nous pouvons nous assurer que nous puissions fournir les plateformes pour s'assurer que ce travail puisse être fait de façon conjointe et synthétisée afin de pouvoir vraiment développer les uns à partir des autres et nous voyons cela directement lié aux processus intergouvernementaux. OK, parfait, merci. Et Sarah, je pense que je garde la dernière question pour vous parce que nous arrivons en cours de temps. Comment est-ce que les pays autour du monde peuvent répliquer les processus que vous avez présentés? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'il y a des données ventilées pour l'Amérique latine? C'est ce que demande cette question. Est-ce que le questionnaire modèle est en fait disponible maintenant pour utilisation? Ou alors est-ce que c'est interne à ONU Femmes? Merci. Oui, donc ça, c'est une question très encourageante, n'est-ce pas? Ça montre que les gens vraiment veulent commencer à produire ce genre de données. C'est une très bonne chose. Et je pense que la première étape, c'est de se pencher sur les données que vous avez déjà, parce que beaucoup de celles-ci sont déjà présentes. C'est simplement le fait de pouvoir reconfigurer cela, n'est-ce pas? Donc, notamment en ce qui concerne les enquêtes démographiques, les enquêtes du milieu du travail, etc. Ce sont vraiment de très bonnes bases d'information, notamment avec un angle sur les questions du genre. La deuxième étape, c'est ce dont je parle auparavant, avec le fait d'intégrer différents systèmes, différentes sources de données. Vous pouvez considérer différentes enquêtes et intégrer cela, et cela va vous donner un aperçu assez bon en ce qui concerne certaines des collections, en ce qui concerne l'égalité dans votre pays, l'égalité des genres dans votre pays. La question plus conséquente, c'est beaucoup plus élargi, mais c'est beaucoup mieux si vous pouvez produire des preuves sur peut-être deux, trois indicateurs plutôt que sur 200 indicateurs. Donc la question modèle, c'est que oui, nous pouvons utiliser ceci et je peux partager cela avec vous. Nous utilisons aussi le fait de produire des directives qui vont avec le questionnaire pour apporter un guide avec ce questionnaire, c'est-à-dire par exemple un plan de tabulation et tous les genres d'éléments en fait qu'un bureau de statistique national aura besoin d'utiliser pour déployer cette enquête d'opinion et ces directives seront publiées en juillet, donc juste dans 2 mois à partir de maintenant. Mais de toute façon, n'hésitez pas à me contacter et nous essaierons de vous aider autant que possible. Merci. Parfait, parfait. Je vois que Hadika a levé la main et nous prendrons ce moment puisque vous êtes porté volontaire pour répondre, n'est-ce pas? Oui, je voulais juste dire en fait que Sarah disait, je suis entièrement d'accord avec vous quand nous faisions cet exercice de collecte de données, nous avons réalisé que les données sont disponibles, mais elles ne sont pas consolidées. Donc, c'est pas comme si nous devons recollecter les données à partir de rien. Il y a des données disponibles qui peuvent être utilisées et sur lesquelles nous pouvons établir des rapports. Et donc, j'apprécierais énormément si cette enquête d'opinion puisse être faite au Pakistan aussi. Ce serait très, très utile et ça nous aiderait aussi à faire avancer cet agenda. Merci. Merci Halika. Je pense que ça, c'est une des réussites. Nous espérons que nous en verrons d'autant plus à la suite de ce webinaire. Avant de partir vers la partie de la session de clôture de cette session, ce qui a été très enrichissante, juste quelques éléments. J'aimerais demander aux membres du panel s'ils peuvent donner en une phrase peut-être le message principal. Quel est votre message principal peut-être en une phrase pour notre public? Et j'aimerais commencer de la fin vers le début pour juste changer un peu les choses. Donc, Brigitte, j'espère que je ne vous surprends pas, mais si vous pouvez peut-être résumer quel est le message le plus important pour vous, pour notre public. D'après vous, qu'est-ce que ce serait? Ce serait la dernière partie, c'est-à-dire ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que c'est vraiment tellement essentiel, les données sont aussi essentielles, mais ce n'est pas nécessaire que nous ayons à commencer dès le début. Nous avons simplement besoin de pouvoir retrouver des façons selon lesquelles nous pouvons avoir de meilleures conversations et développer cette image. Et cela va vraiment influencer l'élaboration de politique. Merci. Denis, la même question pour vous. Qu'est-ce que c'est l'élément dont les gens devraient se souvenir après la session d'aujourd'hui?
Oui, en ce qui concerne l'intégration des données, vous devez être conscient des angles et des biais particuliers qui peuvent ressortir des contributions et cela peut aussi affecter, notamment en ce qui concerne les biais, notamment avec la priorisation d'intervention et peut-être cela peut avoir des impacts négatifs sur la question de genre aussi. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Merci, merci. C'est très important d'être au courant de nos propres biais. Indiquez à votre message principal peut-être? Bien, je suis d'accord avec tous les points qui ont été présentés auparavant, mais mon point principal serait que les femmes devraient faire partie des organes décisionnaires, aussi bien au niveau national et international, ce qui est très important quand nous parlons peut-être de la COP, que des pays devraient avoir des représentations égales ou que sinon il devrait y avoir une représentation proportionnelle de femmes et de personnes féminines dans la représentation des pays, aussi au niveau des organes décisionnaires des pays. Parfait, merci. Sarah, à vous, quel est le point dont on devra se souvenir? Bien, simplement, comme tout le monde a dit, oui, bien sûr, il y a beaucoup de lacunes en termes de données, mais aussi, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'efforts pour rétrécir ces écarts de données. Donc ça, c'est très, très enthousiasmant et donc nous allons continuer à pousser pour pouvoir remplir ces lacunes, mais utiliser les données que nous avons afin de pouvoir vraiment faire la différence. OK, parfait, merci. Georgia, le dernier message, c'est pour vous. Oh, tellement de pression, n'est-ce pas? Bien, en fait, j'aimerais souligner tout ce qui a été dit déjà euh, autour de la table. En fait, un des éléments principaux à garder à l'esprit, c'est que nous avons besoin de meilleures données. Et il y a des lacunes énormes parfois. Et je veux aussi souligner le point selon lequel les femmes doivent être responsabilisées en tant que leaders et en tant que décisionnaires politiques et collectrices de données, et tout ce genre de choses. Et aussi un point supplémentaire qui est que nous avons besoin d'adresser ces questions de façon intersectorielle. On ne peut pas se pencher que sur le genre de façon isolée ou le changement climatique de façon isolée ou alors la violence sexiste de façon isolée. On doit vraiment voir ceci ensemble pour informer les prises de décision. Merci Georgia, merci à nos membres de table ronde absolument fantastique aujourd'hui pour cette discussion. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et avant de clôturer cette session, nous souhaiterions inviter notre public à nous donner vos commentaires en retour. Donc, avant que vous ne quittiez la session d'aujourd'hui, nous souhaiterions que vous répondiez à deux questions et elles seront vraiment très, très semblables à celle que nous avions eue au début. La première question, c'était que cette session, est-ce que cette session a été utile pour vous pour développer vos connaissances sur les données de genre et l'action climatique? Donc, veuillez s'il vous plaît évaluer vos connaissances actuelles sur le genre et le changement climatique. Et nous utilisons les mêmes façons de noter cela de 1 à 5 avec 1, pas de connaissances, 2, quelques connaissances, 3, des connaissances et je sais où trouver de l'information d'ordre pratique, 4, beaucoup de connaissances et dans la capacité de pouvoir adresser cela dans mon travail, ou 5, énormément de connaissances et je peux être une source pour autrui. Prenez votre temps et votez. Et nous savons que vous avez fait cela très rapidement au début de la session, donc merci aussi pour cela. Ah, et je vois que peut-être maintenant nous pouvons passer à la question suivante, qui est à nouveau une question avec une réponse par oui ou par non. Est-ce que vous pensez que les connaissances partagées sur ce webinaire peuvent être appliquées dans votre travail? Et les réponses est soit oui, soit non. Nous espérons, bien sûr, que ceci a été utile et que vous serez capable et dans la capacité de pouvoir appliquer cela dans votre travail. Mais veuillez, s'il vous plaît, être honnête avec vous quand vous votez. Peut-être nous pouvons maintenant clôturer ce sondage. Oh, parfait. Waouh, c'est absolument fantastique ces réponses. Merci énormément. Et sur ce, je souhaiterais vraiment vous remercier au nom de nos partenaires à UICN. Je vous remercie pour votre attention, pour votre intérêt dans le webinaire d'aujourd'hui. Et nous avons vraiment hâte de pouvoir être en contact avec vous. Et l'enregistrement, comme je l'ai dit auparavant, sera disponible et nous pourrons produire une brochure avec les questions qui ont été posées le plus fréquemment. Et nous pourrons inclure les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre présence parmi nous et passez une très bonne fin de journée. Merci.